Je ne m'étais jamais imaginé que le jour viendrait où mon propre fils se tiendrait là comme un étranger alors que sa femme me demandait de partir. Je m'appelle Jean-Pierre Morel et voici l'histoire de la façon dont ma famille a volé en éclats en un après-midi et comment j'ai eu le dernier mot 3 jours plus tard. Tout a commencé après que j'ai perdu ma femme Françoise des suites d'un cancer il y a 5 ans. J'avais 68 ans, j'étais retraité après 30 années passées dans l'usine automobile de la région et la maison me semblait bien trop silencieuse. Mon fils Julien ne cessait de me dire de venir habiter avec eux car Aurélie et lui avaient beaucoup de place dans leur grande villa de la banlieue lyonnaise qu'ils venaient d'acheter grâce à mon aide. Je leur avais donné l'apport personnel, j'avais co-signé le prêt immobilier et j'avais même payé la réfection complète de la toiture 2 étés auparavant car je pensais que nous étions une famille et que je les aidais à construire leur avenir. Ces 2 premières années n'étaient pas mauvaises car j'aidais pour le jardinage, je préparais le dîner presque tous les soirs et je m'occupais de mes petits-enfants, la petite Léa et le jeune Théo, après l'école. Mais les choses ont changé lentement. Aurélie a commencé à faire de petites remarques en suggérant que je devrais peut-être réfléchir à une résidence pour seniors ou un appartement plus adapté avec des gens de mon âge. Julien se contentait de rire nerveusement en disant qu'elle plaisantait mais je voyais dans ses yeux qu'il ne faisait rien pour l'arrêter. J'ai balayé cela d'un revers de main en me disant qu'ils étaient jeunes et stressés par le travail et les enfants. Puis est arrivé l'après-midi qui m'a brisé. Je suis entré dans la cuisine après ma promenade matinale habituelle et j'ai trouvé Aurélie debout, les bras croisés, tandis que Julien était appuyé contre le comptoir en fixant son téléphone. « Cette maison est à nous maintenant, Jean-Pierre » a-t-elle dit d'une voix froide comme la glace. « Nous t'avons supporté assez longtemps et il est temps pour toi de trouver ton propre logement. » Je suis resté là, stupéfait, sentant ma poitrine se serrer. J'ai regardé mon fils en attendant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, mais il a juste baissé les yeux vers le sol comme un lâche. Aurélie a continué en se moquant de la douleur sur mon visage en me demandant si je pensais vraiment qu'il me laisserait rester ici pour toujours. Je n'ai pas crié et je n'ai pas supplié. Je suis simplement monté à l'étage pour préparer une seule valise avec quelques vêtements et des photos de Françoise avant de redescendre. Ils m'ont regardé partir en silence. J'ai regardé Julien droit dans les yeux une dernière fois mais il n'a toujours rien dit. J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis parti sans un mot de plus. La porte s'est refermée derrière moi comme la fin d'un chapitre que l'on ne veut jamais clore. J'ai dormi chez mon vieil ami Michel cette nuit-là. Il n'a pas posé trop de questions, il m'a juste tendu une bière fraîche en disant que la famille pouvait être terriblement cruelle. J'ai à peine dormi car chaque fois que je fermais les yeux je voyais le sourire narquois d'Aurélie et le silence complice de Julien. Le lendemain, j'ai passé quelques coups de téléphone discrets à des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, des avocats et d'anciens collègues de l'usine qui me devaient des faveurs. Je n'étais plus en colère, j'en avais juste fini avec eux. Pendant ce temps, j'ai appris plus tard qu'Aurélie redécorait déjà mon ancienne chambre pour en faire son bureau personnel tandis que Julien disait aux enfants que papy était parti en voyage. Ils ont célébré cela comme s'ils avaient gagné une bataille. 3 jours ont passé dans le silence le plus total sans aucun appel ni aucun message. Ce silence était plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Le 3e matin, une berline noire élégante s'est garée devant la maison, le genre de voiture qui pousse les voisins à regarder derrière les rideaux. Un homme en costume sombre est sorti avec une épaisse enveloppe scellée et a frappé à la porte. Aurélie a répondu avec son sourire confiant habituel mais l'homme ne lui a pas rendu son sourire. Il leur a simplement tendu les documents officiels en disant qu'ils faisaient l'objet d'une procédure d'expulsion et qu'ils avaient 30 jours pour quitter les lieux. Leurs visages sont devenus livides. Les mains d'Aurélie ont commencé à trembler en lisant la première page tandis que Julien restait la bouche bée sans qu'aucun mot ne sorte. Ce qu'ils tenaient entre leurs mains était la vérité qu'ils n'avaient jamais voulu affronter car la maison n'avait jamais été totalement à eux. J'avais gardé l'acte de propriété à mon seul nom pendant tout ce temps. Chaque paiement qu'ils effectuaient passait par un compte que je contrôlais et l'apport que je leur avais donné était assorti de conditions juridiques qu'ils n'avaient jamais pris la peine de lire. Les nouveaux documents indiquaient clairement que je reprenais possession de ce qui m'appartenait légalement. Mais ce n'était même pas la partie la plus difficile. Les papiers comprenaient aussi une lettre formelle de ma part expliquant exactement mes raisons, avec des années de relevés bancaires, des captures d'écran de messages qu'ils ne savaient pas que j'avais gardés et la preuve qu'ils planifiaient mon éviction depuis des mois. Aurélie avait même pris contact avec des établissements pour personnes dépendantes dans mon dos pour me forcer à partir discrètement. Julien l'avait suivi pour maintenir la paix dans son couple mais je n'étais pas là pour voir leur réaction. Michel m'a dit plus tard qu'Aurélie avait hurlé sur Julien sur le pas de la porte devant tout le quartier.
Les enfants sont descendus pour demander ce qui n'allait pas et pour la première fois Julien a dû regarder ses enfants dans les yeux pour expliquer que papy ne reviendrait pas, non pas parce qu'il les avait quittés mais parce qu'il l'avait chassé comme un malpropre. Cet après-midi-là mon téléphone a enfin sonné. C'était Julien dont la voix tremblait quand j'ai décroché. Il me demandait ce que cela signifiait et me disait que je ne pouvais pas leur faire ça car c'était leur maison et leur vie. Je l'ai laissé parler une minute puis j'ai répondu calmement, comme le père qui lui avait appris à faire du vélo autrefois. Je lui ai dit qu'il avait fait son choix au moment où il était resté silencieux pendant qu'elle se moquait de moi. Cette maison n'a jamais été pleinement la leur et j'étais en train de protéger ce qu'il restait de ma dignité d'homme. Il a essayé de s'excuser et de rejeter la faute sur le tempérament d'Aurélie mais les excuses n'effacent pas le moment où un fils choisit la cruauté de sa femme plutôt que la douleur de son propre père. Je lui ai annoncé que la maison serait vendue et que l'intégralité de l'argent irait sur un compte bloqué pour les études supérieures de Léa et Théo. Il pouvait rester jusqu'à la signature de l'acte de vente mais avec de nouvelles règles strictes, sans plus aucune fête ni aucun manque de respect. Aurélie a pris le téléphone ensuite, d'abord en colère puis soudainement mielleuse pour essayer de revenir en arrière mais j'ai raccroché sans même dire au revoir. Il y a des ponts que l'on traverse et d'autres que l'on brûle pour ne plus jamais avoir à les franchir à nouveau. Les semaines qui ont suivi ont été étranges car les voisins m'appelaient pour savoir ce qui s'était passé réellement. Un voisin a même avoué qu'Aurélie se plaignait de ma présence depuis plus d'1 an lors des réunions de quartier. Entendre cela m'a fait beaucoup de mal mais cela a aussi confirmé que j'avais pris la bonne décision pour moi-même. J'ai fini par acheter un petit pavillon de plain-pied dans une commune voisine, un endroit simple avec un grand garage à l'arrière où je pouvais recommencer à bricoler de vieux moteurs comme je le faisais autrefois. Les petits-enfants ont commencé à venir me voir les week-ends après la vente de la grande maison. Au début c'était un peu gênant mais les enfants ont une façon naturelle de guérir ce que les adultes gâchent par leur égoïsme. Léa m'a demandé un jour pourquoi je ne vivais plus avec eux et je lui ai dit la vérité aussi doucement que possible en expliquant que parfois les grandes personnes font des choix qui blessent les gens qu'ils aiment. Julien et Aurélie se disputaient constamment après cela et j'ai entendu dire qu'ils suivaient une thérapie de couple pour tenter de sauver un mariage bâti sur de mauvaises bases morales. La maison s'est vendue plus vite que prévu car le marché était porteur et j'ai veillé à ce que la part destinée aux enfants soit mise de côté en toute sécurité. Quant à moi, je me suis enfin senti libre de ne plus avoir à marcher sur des œufs dans mon propre foyer. Avec le recul je ne regrette absolument rien car je leur ai donné tout ce que je pouvais et quand ils m'ont montré leur vrai visage, je les ai crus sur parole. La famille n'est pas seulement une question de sang mais de respect, de loyauté et de soutien envers celui qui vous a soutenu toute sa vie. Parfois partir en silence est le message le plus puissant que l'on puisse envoyer à ceux qui ne nous méritent pas. Je n'ai pas eu besoin de crier pour que ceux qui se moquaient de ma douleur comprennent que le respect est un du quotidien. Julien m'appelle encore parfois et nos conversations sont brèves et polies. Les petits-enfants sont ma seule vraie joie maintenant, nous allons à la pêche et nous construisons des maquettes de voitures ensemble en parlant de leurs parents sans aucune amertume car la vie finit toujours par équilibrer les comptes quand on la laisse faire. Cette histoire nous rappelle cruellement que les liens du sang ne garantissent malheureusement pas toujours la loyauté ou la reconnaissance. Il est tragique de voir comment l'appât du gain ou l'influence d'une personne toxique peut pousser un fils à oublier tout ce que son père a sacrifié pour lui. En France, comme ailleurs, la question de la cohabitation intergénérationnelle est de plus en plus complexe et ce récit met en lumière l'importance de protéger juridiquement ses arrières, même au sein de sa propre famille. Jean-Pierre a fait preuve d'une grande dignité en ne s'abaissant pas à la violence verbale mais en utilisant la loi pour reprendre ses droits et donner une leçon de vie mémorable à son fils. C'est une réflexion profonde sur le respect dû aux aînés et sur la limite de la générosité parentale. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu une situation où votre confiance a été trahie par un proche de manière aussi brutale et comment avez-vous réagi pour protéger votre dignité? Partagez vos expériences dans les commentaires pour que nous puissions échanger sur ce sujet délicat.